nous sommes dans la démonstration de force qui vaut force. Bonjour et shalom, Richard Darmon au micro du studio Kalita pour notre magazine hebdomadaire Israël dans sa région, Israël au cœur du Moyen-Orient, avec cette semaine un sujet de réflexion et d'analyse qui dépasse quelque peu les limites de la région dans laquelle nous sommes et qui concerne en fait les bruits de bottes de plus en plus accentués qu'on entend chaque jour entre la Russie et l'Ukraine, mais évidemment dans notre région il y a deux volets entre l'Iran et Israël. Et nous allons nous demander avec notre invité ce que sont les mots du langage de la guerre et surtout comment, même sur des théâtres d'opération aussi différents que ceux qu'on vient de citer, entre l'Europe centrale et le Moyen-Orient, on passe parfois des mots de la guerre aux actes de guerre. Avec nous pour en parler se trouve à Paris en ligne Frédéric Ansel. Frédéric, bonjour et shalom. Bonjour, bonjour. Je rappelle vos auditeurs que vous êtes un géopoliticien, essayiste et aussi un enseignant. Vous êtes professeur en sciences politiques à la Paris School of Business et maître de conférences à Sciences Po Paris, en même temps que directeur de séminaire à l'Institut des hautes études de la défense nationale française. Vous êtes aussi l'auteur, on ne va pas tous les citer, mais de nombreux ouvrages de géopolitique sur le Moyen-Orient et sur Israël, dont le Moyen-Orient entre guerre et paix, qui est paru en 99, ça fait quand même longtemps, l'Atlas géopolitique d'Israël en 2008, et Géopolitique des printemps arabes en 2014, qui d'ailleurs a reçu le Grand Prix de la Société de géographie. Et vos deux derniers ouvrages l'ultime et le dernier ouvrage d'il y a quelques mois s'intitule aux éditions Autrement l'Atlas des frontières. Et ce qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, c'est que à l'automne 2020, vous avez fait paraître aux presses universitaires de France un que sais-je en fait, qui s'intitule Les 100 mots de la guerre. Alors, on va rentrer vite dans le vif du sujet, malgré le refus jusqu'à maintenant, en tout cas de Washington, de répondre aux demandes sécuritaires de Moscou concernant l'OTAN. La presse régionale et internationale de ce dernier week-end se faisait l'écho, à juste titre ou non, vous allez nous le dire peut-être, du fait que la Russie laisserait encore, d'après ses commentateurs, la porte ouverte à une solution pacifique et concertée. En même temps que, et c'est pourquoi la question se pose, sur le terrain, elle renforce son dispositif militaire à la frontière ukrainienne et a même fait venir, d'après les informations qu'on a pu avoir ces dernières 48 heures, elle a fait venir, c'est un signe très inquiétant, des flacons de sang, des réserves de flacons de sang, au cas où la guerre éclaterait. Alors Frédéric, selon vous, est-ce qu'on est précisément dans ce corridor étroit, cette phase de transition qui mène de ce que vous avez appelé les mots de la guerre, bon, on pourrait dire peut-être des menaces de guerre et le vocabulaire de la guerre, aux actes de guerre et à la guerre elle-même? Non, nous sommes dans la démonstration de force qui vaut force, comme je le dis depuis maintenant 2 décennies, plus que ça d'ailleurs, en géopolitique, la démonstration de force vaut force. C'est-à-dire que lorsque vous revendiquez un positionnement, lorsque vous revendiquez un élément dans une négociation, vous démontrez que vous êtes déterminé à soutenir votre revendication. Si vous revendiquez de manière, j'allais dire, trop pondérée, trop douce, peut-être trop patiente, l'adversaire ou les adversaires ou vos partenaires à la table de négociation n'en tiendront peut-être pas suffisamment compte et considéreront que finalement, c'est pas si urgent. Si vous décidez d'apporter à l'autre la preuve de votre détermination, l'expression de votre détermination, alors bien évidemment, vous allez monter, vous allez donner de la voix, vous allez montrer des muscles, et ça, tout cela, bien sûr, relève de la métaphore. Sur le terrain, vous avancez des chars à la frontière. Alors, c'est pas seulement un phénomène russe ou poutinien, c'est quelque chose de relativement classique, et là, je crois qu'on a une ligne rouge aux yeux de Moscou, qui est extrêmement simple, qui a toujours d'ailleurs prévalu depuis la chute de l'URSS et l'indépendance de l'Ukraine, subconséquente en 91, c'est la suivante: l'Ukraine n'entrera pas dans l'OTAN. Ça, c'est quelque chose ça relève d'une ligne rouge absolue. Et pour répondre à votre question peut-être de manière encore plus précise, si le président ukrainien actuel, mais qui, comme ses prédécesseurs depuis 2014, souhaite se rapprocher davantage encore de l'Ouest, jusque et y compris, peut-être, à une demande d'adhésion à cette alliance militaire qu'est l'OTAN, alors oui, il y aura la guerre. Parce que ça, pour les Russes, c'est absolument inacceptable.
Alors, ce conflit qui risque plus ou moins d'éclater selon les critères que vous venez de définir, est-il justement, vous y avez fait allusion rapidement, on va peut-être revenir là-dessus quelques instants, est-il le produit de la nouvelle guerre froide liée, si vous voulez, aux volontés hégémoniques du président Poutine qui, entre son second et son troisième mandat, a renoncé depuis longtemps à la vision qu'on avait caressée au moment de la chute de l'Union soviétique, donc à la fin des années 90, de cette fameuse Europe de Vladivostok à Lisbonne, pour se tourner en fait vers un axe beaucoup plus, j'allais dire, asiatique, russo-asiatique, qui inclurait justement l'Europe centrale. Est-ce que c'est lié à je dirais, à un changement un switch dans la stratégie russe? Alors oui, il y a eu un changement de paradigme chez Vladimir Poutine aux alentours de 2010-2011. C'est incontestable, sachant quand même, et je nuancerai, que la Russie a toujours été une puissance au moins autant asiatique qu'européenne. Mais effectivement, il y a eu ce changement de paradigme. Moi, je ne dirais pas que c'est une volonté délibérée à l'origine du Kremlin d'aller se jeter dans les bras d'une Chine qui montait en puissance, mais qui néanmoins n'entretient pas toujours les mêmes intérêts avec la Russie. Et je vous passe la Sibérie orientale, où vous avez démographiquement déjà davantage de Chinois que de Russes. C'est un phénomène qui va s'accentuer. Et là, on a affaire, à mon avis, pour les prochaines décennies, à quelque chose de potentiellement très conflictuel. Je ferme la parenthèse de la Sibérie. Moi, je pense que Vladimir Poutine a tenu compte, a pris acte, en quelque sorte, de l'absence de volonté des Occidentaux et notamment des Américains d'établir ce fameux partenariat que vous avez raison de rappeler. La Russie reproche, c'est vrai notamment depuis Poutine, depuis son arrivée au pouvoir en 99-2000, la Russie reproche amèrement aux Américains d'avoir poussé les feux de l'OTAN jusque et y compris au sein de l'ex-URSS, puisque les 3 pays baltes, comme vous savez, étaient des républiques soviétiques, jusqu'à la frontière orientale de la Pologne, de la Roumanie, de la Bulgarie, bref, d'être allé jusqu'au bout de ce que l'OTAN pouvait faire. Or, le communisme n'existe plus, je ne vais pas vous l'apprendre, l'URSS non plus. Et donc, la redéfinition de l'OTAN, des objectifs de la mission de l'OTAN n'ayant jamais eu lieu, aux grandes dames d'ailleurs d'Emmanuel Macron, qui à mon avis, avec raison, appelle à la redéfinition justement de l'OTAN, puisque l'adversaire d'antan n'existe plus. Bon, eh bien, puisque ça n'a pas eu lieu, les Russes se demandent pourquoi l'OTAN continuerait de pousser en quelque sorte ces pions, enfin appelez ça comme vous voulez, toujours plus à l'est. Et là, je voudrais appeler vos auditeurs et téléspectateurs et spationautes à regarder une carte comme toujours en géopolitique. On ne fait pas de géopolitique sans carte évidemment. L'Ukraine s'enfonce profondément dans un espace, alors historique, mémoriel, mythologique, bon ça, religieux, bon très bien, pourquoi pas, mais surtout dans un espace géographique stratégique qui, aux yeux en tout cas des Russes, est extrêmement central. Hein. Et je vous donne simplement un élément de réflexion. Si l'Ukraine devait adhérer à l'OTAN, eh bien, il y aurait une base américaine à 900 km de Moscou. Alors ça, je vais vous dire, hein, là, c'est la guerre tout de suite. C'est-à-dire qu'aucun Russe, même des progressistes non nationalistes qui n'approuvent pas le nationalisme de M. Poutine, même ces Russes-là ne l'accepteraient jamais. Je ne vous dis pas ça en tant que je suis ni pro-russe ni anti-russe, je m'en fiche. Je suis occidental, je suis français, je suis européen. Mais c'est pour vous dire qu'on ne peut pas ne pas tenir compte des lignes rouges les plus sérieuses, en quelque sorte, d'un partenaire ou d'un adversaire, surtout quand on a considéré effectivement que pendant des années qu'on l'admettait comme un partenaire, on ne peut pas ne pas tenir compte de ces lignes rouges-là. Maintenant, de l'autre côté, et j'en finis, du côté occidental, pas seulement américain, mais bien sûr polonais, balte, enfin européen de manière générale, on a aussi des lignes rouges. Et en l'occurrence, on en a réellement assez. Des cyberattaques russes sur différents systèmes de différentes natures, de différents secteurs en Europe et en Amérique du Nord. On en a marre que M. Poutine envoie des mercenaires, alors qui s'appellent Wagner, Beethoven ou Brahms, franchement ça change rien, en Libye, en Centrafrique et ailleurs où ils n'ont rien à faire. On en a assez d'un expansionnisme, je pense que vous avez employé le mot, et il peut pour le coup prévaloir sur le plan aérien, maritime, encore une fois, dans le cyberespace en Europe et ailleurs, dans le Caucase, bien évidemment, en Asie centrale. Donc, si vous voulez, les lignes rouges,
il y en a des deux côtés, et moi je suis très confiant parce que la démonstration de force de part et d'autre qui est en train, et surtout du côté russe, qui est en train de prévaloir, elle est au fond extrêmement, cette confrontation pour l'instant rhétorique est extrêmement saine. Chacun rappelle jusqu'où l'autre ne doit pas aller trop loin selon la formule consacrée. Alors, dernière question sur ce volet de notre réflexion. On sait qu'Israël et son Premier ministre Naftali Bennett ont voulu jouer il y a quelques jours, mais sans succès, les intermédiaires pour calmer le jeu. C'est un peu ambitieux sans doute, un échec qui était très prévisible vu l'étendue et les enjeux que vous venez de rappeler des différents partenaires ou des adversaires de ce face-à-face entre Moscou et Kiev, et Moscou et Washington plutôt. Mais cette tentative d'entremise qui n'a pas duré très longtemps de l'État hébreu était-elle justifiée à vos yeux ? Alors, il y a deux questions en une, deux très bonnes questions. La première, vous avez raison de dire que c'était ambitieux. Je pense que c'est toujours positif de la part d'Israël, j'ai envie de vous dire de n'importe quel État, mais enfin, en l'occurrence d'Israël, d'essayer de faire l'intercesseur. Et c'est très intéressant. Pourquoi ? Allez, là, je réponds aussi à votre deuxième question. Israël devait-elle le faire ? Oui, parce que Israël entretient des rapports à la fois d'amitié et d'alliances stratégiques, même si c'est pas toujours formalisé par écrit, d'ailleurs, entre parenthèses. Avec Washington, bien sûr, avec les États-Unis, depuis au moins Camp David en 78 et sans doute un petit peu plus loin dans le temps, mais Israël, et vous, ça ne vous aura pas échappé, qui est un observateur avisé de la vie politique et stratégique, Israël entretient de très bons rapports avec la Russie. Et c'est semi-paradoxal, parce que je rappelle quand même à vos auditeurs que Israël intègre dans ce grand Moyen-Orient, bassin méditerranéen, on va l'appeler comme ça, une alliance de circonstances qui n'est pas du tout favorable à la Russie. Du Maroc à la France, aux États-Unis, à l'Égypte, à la Jordanie, à Israël donc, aux Émirats arabes unis, en passant par plusieurs autres États, on a affaire à une espèce de grande coalition, non seulement face à l'Iran et à ses alliés chiites dans la région, et l'Iran est partenaire, pas allié, mais partenaire de la Russie, et d'autre part, une coalition anti-djihadiste. La Russie n'en fait pas partie. Et les bons rapports qu'entretenait Netanyahou avec Poutine, ça c'est totalement objectif et incontestable, manifestement se prolongent avec Bennett. Ça signifie bien que chez Poutine, qui ne pense et qui ne jure que par les rapports de force, quand même, qui est quelqu'un d'extrêmement pragmatique, qui n'est pas un sentimental. Là aussi, je crois que ça ne vous aura pas échappé. Poutine considère que Israël est suffisamment, déterminé, puissant, pour établir ses propres lignes rouges, et on l'a bien vu ces dernières années, notamment face à l'avancée militaire de l'Iran en Syrie. Et Poutine a toujours laissé faire Israël face aux Iraniens. Ça, c'est très intéressant. Donc, de ce point de vue-là, je vous répondrai que oui, l'échec était archi prévisible parce qu'Israël, d'un point de vue diplomatique, reste un nain, mais deux, Israël devait le faire pour, rappeler au Moyen-Orient et au monde entier, puis peut-être aussi Bennett à sa propre opinion intérieure, qu'en réalité, Israël entretenait d'excellents rapports, oui, certes avec Washington, mais finalement aussi avec Moscou. Alors, très intéressant, je n'avais pas prévu de poser la question, mais comme vous êtes allé au fond des choses, même si on parlera moins longuement de l'Iran dans ce second volet, et il y a des voix qui se sont fait entendre ce week-end, précisément dans la presse israélienne, pour dire que, pour exhorter justement et dire que c'était inopportun qu'Israël envisage de sortir de sa position de neutralité, une neutralité qui a été, conservée ces dernières décennies dans tous les conflits régionaux qui opposaient différents États musulmans autour d'Israël, et surtout après l'échec de son intervention en 82 lors de la première guerre du Liban. Et donc ces voix ont dit que justement du fait qu'il existait des populations juives aussi bien en Ukraine qu'en Russie, c'était cette entremise qui finalement peut-être heureusement n'a pas marché, aurait pu compromettre la neutralité israélienne, et en cas de défaite ou de reculade de l'une des parties, je ne parle pas de Washington face à Moscou, mais de Kiev face à Moscou, cela aurait pu entraîner dans le pays perdant une vague d'antisémitisme qui ne demanderait que ça pour être ravivée. Alors, je pense que c'est un point qu'on a passé sous silence là il y a quelques instants, enfin qu'on a négligé, mais vous avez raison de rappeler qu'il y a encore en Ukraine comme en Russie de fortes communautés juives, ce qui d'ailleurs, entre nous soit dit, légitime.
le fait qu'Israël puisse s'intéresser à ce conflit peut-être davantage qu'à d'autres et faire justement l'intercesseur. Hein. Quand vous dites qu'Israël abandonne sa neutralité, c'est pas tout à fait exact, parce qu'en fait Israël a proposé une intermédiation, mais n'a pas ne s'est pas rangé dans un camp par rapport à l'autre. Maintenant, je vous dirais que si il devait y avoir une vague d'antisémitisme en Ukraine, en Russie, elle serait contenue et maintenue par un pouvoir extrêmement fort. Et Poutine, on peut lui reprocher 1000 choses, mais Poutine n'est pas antisémite. Et Poutine n'a jamais toléré l'expression de l'antisémitisme en Russie. Bon. Donc en Russie, de toute façon, j'allais dire, la situation est sous contrôle. En Ukraine, où on a affaire à un État relativement faible, voire très faible, et une population dont on peut rappeler là aussi très objectivement qu'elle n'a pas été toujours extrêmement philosémite. Vous apprécierez mon sens de la litote. Absolument. Je parle des Ukrainiens. Oui. Voilà. Là, si vous voulez, l'État d'Israël s'affirme en jouant en quelque sorte diplomatiquement dans la région, quelque part s'affirme aussi ou se réaffirme comme protecteur. Comme État protecteur. C'est pas inintéressant. Encore une fois, pas protecteur des Juifs de Russie qui, pour l'instant, en tout cas, et notamment sous le magistère d'un Poutine, ne craignent pas grand-chose. En revanche, protecteur éventuel des quelques centaines de milliers, peut-être un petit peu moins, enfin oui, des quelques centaines de milliers, disons, de Juifs. Voilà, qui vivent encore en Ukraine. Donc c'est là encore, c'est une façon de dire. On a commencé cet entretien par mon petit adage selon lequel la démonstration de force valait force. Bon, et bien là, on a une démonstration de volonté qui vaut quelque part rappel d'une protection éventuelle. Eh bien, écoutez, merci pour ça. Il nous reste 6 minutes maximum, quelques secondes de plus, pour aborder le volet israélo-iranien, j'allais dire, de notre réflexion. Alors, la question qui tombe sous le sens, alors qu'on est peut-être à l'orée en ce début de semaine, dans la possibilité, tout à fait incertaine encore, d'un accord pour parler de Vienne entre l'Iran et les grandes puissances sur un nouvel accord nucléaire au contenu lui-même incertain, qui lèverait en tout cas du point de vue iranien, c'est ce qu'ils veulent, les sanctions économiques et financières contre Téhéran. Eh bien, est-ce que sur cet autre théâtre d'opération, qui n'a rien à voir a priori avec l'Europe centrale, il y a un contexte justement aussi de bras de fer et de menaces militaires réitérées dans la région par le régime des Mollahs, qui répète à l'envi qu'il veut rayer Israël de la carte et qui, à l'occasion, si vous voulez, ne manque pas de donner une ampleur peut-être régionale à l'explosion qui pourrait s'en suivre. Alors, est-ce que c'est seulement un chantage verbal pour pousser les Européens et les pays occidentaux, et surtout les États-Unis, à arriver à un accord, ou est-ce qu'il y a tout de même là un corridor qui pourrait mener à un affrontement ? Je pense qu'on reviendra peu ou prou à l'accord de Vienne du 14 juillet 2015. J'en suis tout à fait convaincu. Je peux bien sûr me tromper, je ne suis pas Madame Irma. Mais enfin, je suis tout à fait convaincu de cela pour une raison simple, c'est que le régime islamique au pouvoir en Iran est certes fanatique, je crois que c'est absolument incontestable, mais il n'est pas composé d'imbéciles, comme je le dis souvent. On a affaire, en matière de défense et d'affaires étrangères, à des gens relativement pragmatique. Or, ce dont a besoin cruellement ce régime oppressif à Téhéran, c'est pas d'une bombe atomique. Ce dont il a, parce qu'il va pas se faire envahir. Donc, ce qui est certainement pas par les Saoudiens. Donc, si ce régime veut se maintenir, il a un intérêt vital à faire en sorte de pouvoir apporter un baume socio-économique à sa population et par ailleurs à pouvoir investir dans ce qui lui manque aussi cruellement en ce moment, c'est notamment tout un système de raffinage pour son pétrole qui n'arrive plus à vendre. Bon. Donc si vous voulez, pour tout ça, il faut, et vous l'avez bien rappelé, la levée des sanctions. Maintenant, la levée des sanctions, elle ne peut intervenir qu'à la condition que l'Iran stoppe le processus de nucléarisation potentiellement militaire. Et pourquoi je vous répète que je suis extrêmement optimiste depuis plusieurs années, c'est que personne au monde ne veut de la bombe atomique. Ce ne sont pas que les Israéliens qui n'en veulent pas, vous savez, ou les Saoudiens ou les Pakistanais. Personne n'en veut. Et je ne dis pas ça pour vous faire plaisir. De la bombe atomique iranienne, vous voulez dire ? Iranienne. Oui. Iranienne, bien sûr. Je parle de la bombe atomique iranienne. Personne n'en veut. Et je me fonde sur un élément extrêmement précis, réitéré, objectif pour affirmer cela. Les trains de sanctions, tous les trains de sanctions contre l'Iran liés à son programme nucléaire ont toujours été votés. Le premier, il date du 1er janvier 2007. Bon. Et auparavant, il y en a eu un certain nombre, mais du point de vue onusien, c'est de 2007. Et ces sanctions ont toujours été
imposée, maintenue par les 5 membres permanents du Conseil de sécurité. Donc je ne vous parle pas uniquement de Washington, je ne parle pas uniquement de Paris et de Londres, je vous parle aussi de Moscou et de Pékin. Personne ne veut de la bombe iranienne, pour une raison là aussi très simple, je le dis d'un mot. En 1968 a été signé un traité de non-prolifération, le fameux TNP, signé en 68 et ratifié et augmenté en 70. Il n'a jamais été formellement transgressé à ce jour. Si l'Iran obtenait la bombe, ce serait une première et ce serait une catastrophe du point de vue de cette architecture militaire mondiale qui a quand même assuré, qui a contribué à assurer la paix dans le monde, en tout cas dans ces grandes lignes. Donc personne ne veut de la bombe iranienne. Et ce que l'Iran souhaite, plus qu'une bombe, c'est de l'argent, c'est la levée des sanctions. C'est la raison pour laquelle je suis très optimiste. Maintenant, si jamais je me trompais, c'est toujours possible bien sûr, et que malheureusement le régime au pouvoir s'avérait d'un fanatisme absolu et allait coûte que coûte à la bombe, alors il y aurait la guerre. Alors les Israéliens ne le toléreraient pas. Et tout à l'heure, je vous ai dit que Poutine, concernant les enjeux liés à l'Iran, jusqu'à présent, avait toujours laissé faire Israël. Et il est évident que les Américains aussi laisseraient, de ce point de vue-là, faire Israël. Mais encore une fois, je vous réitère mon optimisme sur ce dossier. Eh bien, merci. On a parcouru les deux aspects de cette passerelle, des fois périlleuse, qui peut exister entre les comment dirais-je, les mots de la guerre et les actes de la guerre. Je vous remercie du temps que vous avez consacré. Et puis à la semaine prochaine pour nos auditeurs qui donc ont regardé ce programme avec grand intérêt. À bientôt. À bientôt.